Pour le meilleur ou pour le pire, cette histoire ne s'arrête pas là. Il peut venir à l'esprit de quiconque de dessiner cette forme, rien d'exceptionnel. Sur la planète, le hasard qu'il y ait deux civilisations qui savent faire du béton dans sa complexité chimique, fondre le cuivre pour les attacher symboliquement avec la même forme, est inimaginable. Pourtant, des milliers de kilomètres les séparent, ainsi que des océans. Un policier d'investigation vous dira « c'est la même personne, la même main qui les a faites ». Le mystère est résolu, jusqu'à preuve du contraire. Techniquement, ces agrafes ne relient rien et ne renforcent pas du tout les pierres. Les Égyptiens le savaient. Il s'agit d'un élément religieux. Les Égyptiens l'ont répandu partout sur Terre. En moins 2590 avant Jésus-Christ, Eda, un scientifique de la cour, en saluant ses compagnons qui partaient en direction du Liban pour chercher du bois de chêne, remarque que les bateaux disparaissent après quelques minutes en plongeant. Pourtant, la distance n'est pas grande. L'œil humain regarde beaucoup plus loin. Il réalise l'extraordinaire. La Terre est ronde. Des expéditions vont se préparer. Les Égyptiens partiront alors explorer la Terre. Ils savent qu'ils ne peuvent pas se perdre. Étant donné que la Terre est ronde, ils pourront toujours revenir au point de départ. Les Égyptiens connaissaient les systèmes de navigation et maîtrisaient l'orientation de façon infaillible. Ils avaient des outils de mesure universelle des distances et du temps, le chronomètre. Les bateaux étaient rapides et performants. Ils étaient équipés pour partir à la découverte du monde. À l'époque d'Hérodote, le tour de l'Afrique en bateau était devenu une promenade touristique. Lorsqu'il eut fait cesser de creuser le canal qui devait conduire les eaux du Nil au golfe Arabique, Nikos fit partir des Phéniciens sur des vaisseaux avec ordre d'entrer à leur retour par les colonnes d'Hercule dans la mer septentrionale et de revenir de cette manière en Égypte. Ayant ainsi voyagé pendant 2 ans, la 3e année, ils doublèrent les colonnes d'Hercule et revinrent en Égypte. Les Égyptiens ont voyagé par milliers jusqu'en Amérique, l'actuel Guatemala, pour la première fois entre moins 3000 et moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais pas seulement les Égyptiens, beaucoup d'autres Africains les ont accompagnés. Imaginez, vous êtes Maya et vous voulez construire un édifice pour commémorer les morts ou les dieux. Vous observez et vous copiez la nature. Vous faites des tombes en cercle, en carré, de toutes sortes de formes. La dernière forme qui vous vient à l'esprit est celle d'une pyramide, et encore moins avec des tunnels creusés dessous comme en Égypte. Des analyses récentes des momies égyptiennes ont révélé des traces de cocaïne. La cocaïne pousse uniquement en Amérique. De plus, il faut les imaginer observer et mesurer les équinoxes et les solstices pour aligner les pyramides. Le calendrier égyptien commençait le 14 juillet, plus 5 jours de fête. Celui des Mayas commençait également le 14 juillet, plus 5 jours de fête. Puis, trouvez la formule chimique pour fabriquer du béton. En comparant les constructions d'Amérique et celles d'Égypte, la ressemblance est frappante, comme 2 gouttes d'eau. Des preuves plus solides? Et si on mesurait les pyramides d'Amérique centrale? Avant de regarder ce film, la découverte de l'étalon de la mesure universelle, le mètre, était un secret. Il était compliqué et abstrait de trouver cet étalon universel. Maintenant, vous savez comment le mètre a été inventé par les Égyptiens. L'apogée. Les Égyptiens arrivés, ici, à l'autre bout du monde, vont construire une pyramide avec le mètre et le pi. La base de la pyramide du Soleil mesure 220 mètres. Convertie en unités de pouces, de pieds ou de yards, cela devient inconfortable pour les ouvriers. En mètres, les chiffres sont entiers. La diagonale de la pyramide est pi, en mètres. La base de la pyramide, 220 mètres, divisé par la hauteur, soit 70 mètres. Le résultat est pi, 3,1428. Comparé avec le pi de Khéops, 3,1429, l'erreur est de 0,0001%. La disposition des autres pyramides est aussi un nombre entier en mètres. La géométrie de la pyramide de Tikal est exactement celle de Khéops. En 1983, l'archéologue Gart Norman découvre que la coudée royale égyptienne
est utilisé par les bâtisseurs dans les constructions de l'Amérique centrale. La grande année, l'année des 26 000 ans de précession des équinoxes, est également présente sur une carte de l'Orion inscrite sur la stèle Izapa. Le hasard qu'un peuple pré-maya ou que les Mayas aient trouvé et développé seuls, isolés du reste du monde, le mètre, le pi, la coudée royale, le béton géopolymère et l'énergie solaire pour fondre la pierre est totalement exclu. La probabilité est nulle. En revanche, on voit ici indiscutablement la même patte, la même civilisation, l'Égypte. 12 000 kilomètres séparent l'Égypte du Mexique. Comment ont-ils fait pour traverser 7 800 kilomètres d'océan? Entre moins 3000 et moins 2000 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens vont traverser la Méditerranée, passer par Malte, se ravitailler en Espagne et traverser l'océan Atlantique en ligne droite pour arriver au Yucatan. Ils débarqueront par milliers. Et les visages négroïdes ne manquent pas. Dans les années 1946, des têtes géantes appelées Olmecs sont découvertes. On voit clairement des têtes nègres africaines. Les Olmecs africaines sont découvertes en Amérique centrale, à l'endroit même où se trouvent les pyramides. C'est le lieu de débarquement des Égyptiens. Il se peut que les Égyptiens aient traversé l'océan via un pont, une terre, un continent au milieu de l'Atlantique. Quand Platon désigne l'Atlantide, après les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar, il est fort probable qu'il ait raison. Cette grande étendue qui affleure serait la dorsale de l'Atlantique. L'Atlantide serait les Açores. Suite à un tremblement de terre sans précédent, cette partie de la dorsale se serait affaissée. C'est ce cataclysme que Platon appelle écroulement de l'Atlantide qui a coupé les Égypto-Africains en deux. Au vu des allers-retours qu'ils ont faits, ils ont peut-être construit des édifices ici avant le bouleversement. Des recherches de ce pont devraient être faites à cet endroit de la dorsale. Cette théorie peut sembler tirée par les cheveux, mais la chimie, le pi, le mètre, le nombre d'or, la coudée royale, ainsi que les lentilles solaires n'ont pas traversé l'océan tout seuls. Il se peut qu'ils aient traversé l'Atlantique avec des bateaux directement. Christophe Colomb a fait le deuxième voyage des îles Canaries en Guadeloupe en 21 jours. Des documents en parlent. En moins de 20 jours, on vit la terre. C'était une île dépourvue de rades et de ports. Ne pouvant y aborder, Colomb vint débarquer à une île voisine qu'il appela la Dominique. Ils vont suivre les alizés. Ce sont des vents réguliers et très puissants qui traversent l'océan d'est en ouest. D'ailleurs, les marins s'inquiètent de ne pas pouvoir les remonter au retour. Eux aussi avaient des bateaux en bois et des voiliers comme ceux de Colomb. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Les Égyptiens ont traversé l'Atlantique avec leur savoir dans leurs bagages. Hé, Max! Tu te souviens comment on a commencé? Tu m'étonnes. On a mis des années. Pendant 1 an, dans le grenier de la maison, on s'est construit une pirogue. Pour qu'elle soit belle, il fallait qu'elle soit en bois. Et voilà le travail. Elle mesure 6,50 m de long et pèse 300 kg avec son balancier. Pour tester notre yacht, on ira à Lanzarote aux îles Canaries. Et après, on se tapera 6500 km d'Atlantique sans aucun instrument. On visera l'île de la Désirade à la Guadeloupe. C'est une île minuscule, elle ne fait que 10 km de long. Les étoiles, ça fait très longtemps qu'on les regarde. Pour mieux comprendre le ciel, on a fabriqué une tête de veau. Normalement, c'est ça le ciel qu'on verra, si on est à la bonne latitude. Et ça, c'est la Croix du Sud.
Lanzarote. Nous voilà enfin aux Canaries. Ça y est, on est parti. On n'a pas de boussole à bord et pas de montre. Pas de lock et pas de sextant. Il n'y a pas de radioémetteur ni de transistor, ça pourrait nous donner l'heure. On n'a aucune carte et pas un bouquin, même pas un guide des étoiles. Et notre réchaud, on l'a laissé aux Canaries. On mangera froid. Mesurer nos quarts sans montre, c'est vraiment difficile. Je suis crevé. Et on pense faire du sud-ouest jusqu'à pendant une dizaine de jours. Il y a une barre de nuages qui est venue peu à peu. On n'a plus vu d'étoiles, aucune étoile sur 360 degrés. Ils ont toutes disparu. Le vent a forcé et on s'est arrêté. On ne sait plus du tout où on est. On va pas aller nulle part. On est stoppé. On attend. Ça se bat. La beauté! Yeah! On va bien manger! Je vais filmer dehors maintenant, c'est trop beau. On s'amuse bien nous deux en pleine mer. C'est le pied. On a vu à Crux, sur la Croix du Sud, à Crux qu'on a estimé à 5 degrés de hauteur. La Croix du Sud fait 6 degrés de hauteur. Et bon, au pif, c'était à 5 degrés de hauteur. Donc on en déduit qu'on est à peu près à 22 degrés de latitude. Et 22 degrés de latitude, c'est les tropiques. Parce que le tropique, c'est à 23-27 minutes. On n'est pas prêt parce qu'on a passé une nuit de chien avec assez peu de visibilité. Et on n'a jamais vu la Croix du Sud. Au sud, il y a trop peu d'étoiles. On a beaucoup de mal. Et puis surtout, on a du mal à dormir. Oh oui. Ces dauphins sont la bienvenue parce que on le prend toujours comme un bon signe. La mer commence à se calmer et c'est pas trop tôt parce qu'on avait une mer très hachée, très dure physiquement. Enfin, j'espère que demain ce sera plus souple et qu'on pourra accélérer parce que notre vitesse elle dépend aussi du confort. Et on est content. On est content parce que on vient d'attaquer la deuxième partie du parcours. Voilà, ça fait 16 jours. Et il commence à faire bon. Hein, grand? Ah ouais. C'est la deuxième journée, on peut se foutre en short. C'est top. Super. On n'avance pas parce qu'on met pas de toile. On avance à 4-5 nœuds au lieu de filer à 8 nœuds. Parce que dès qu'on est à 8 nœuds, on craque nerveux.
Là, c'est vraiment dur. On ne sait pas quand on arrive. On n'ose plus mettre de toile. Ça va pas, quoi. On va lentement, on essaye de se reposer. Alors maintenant, on a décidé de se raser parce que comme ça ira mieux, hein. Parce que si on est plus beau, ça va mieux. Ah, on est en train de disjoncter totalement. Là maintenant, il y a intérêt à aller boire un coup avec nos potes au bistrot et sans prendre de risques comme ça. On est complètement cinglés. Qu'est-ce qu'on va faire demain? On est complètement cinglés. Bah, surtout toi. Hein. Non, toi aussi, t'es complètement cinglé. Qu'est-ce qui nous pousse à faire des trucs comme ça? On est complètement cinglé. Ça fait du bien. C'est pour fêter. Cette nuit, on a vu la Croix du Sud et en dessous, les 2 étoiles de la Mouche. On est à peu près à la bonne latitude. Il y a un putain qui nous a filé une bouteille de pif avant le départ. Il fait tellement chaud, il faut se méfier de notre consommation d'eau. Alors on recompte pour voir si on ne dépasse pas le quota. Un oiseau différent. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que c'est encore un de ces oiseaux de mer? Je le dis tout net, il est grand temps, mais vraiment grand temps, que cette histoire de fou s'arrête très vite. Il y a une île! Regarde! Regarde là-bas! Je vois rien. Mais si, c'est pas un nuage. On n'a rien cassé, c'est super. Alors quelle île c'est? Quelle île? En tout cas moi... C'est la Désirade. On est arrivé avec une précision parfaite. Hé Max, qu'est-ce qu'il disait Edgar Poe? Il disait « Ceux qui rêvent le jour auront toujours un avantage sur ceux qui ne rêvent que la nuit ». Ce peuple mystérieux qu'on appelle Olmec sont des Afro-Égyptiens. Les têtes d'Olmec sont également faites en béton. Ce qui m'a le plus étonné, c'est le type éthiopien qu'elle représente. J'ai pensé qu'il y avait eu sans doute des Noirs dans ce pays, et cela aux premiers âges du monde. Une fois installés, ils vont développer une écriture semblable en fond et en forme aux hiéroglyphes égyptiens. Loin de l'Afrique, les Égyptiens vont inventer une nouvelle écriture, mais dans le même esprit que les hiéroglyphes. Ils continueront à développer leurs croyances et leur savoir grâce aux souvenirs de leurs lointains ancêtres. Sur la stèle 5 d'Izapa, l'arbre de la vie, on voit les 3 pyramides de Gizeh avec les temples devant,
les vagues symbolisant le voyage jusqu'en Amérique et les racines de l'arbre, leur descendance. Et enfin, la grande vague apocalyptique. Voici des détails des stèles E et D de Quirigua. Les deux figures ont la même posture, tenant le sceptre, et tous les trois portent le même type de barbe que celle de Toutankhamon. Les Amérindiens n'avaient pas de barbe, sans parler des nez cassés. Côté architecture, en Amérique comme en Égypte, les ouvriers vont appliquer la même méthode de construction que les pyramides et les temples. Toute la vie sera organisée autour. Le calcaire sera brûlé pour faire de la chaux et du mortier. Avec ce mortier, ils construiront toutes les pyramides d'Amérique centrale. Des centaines de pyramides et de temples seront construits au Guatemala, dans le Yucatan et au sud du Mexique. Tous ont été construits par les Afro-Égyptiens en béton fait de cendres volcaniques mélangées à la chaux. Ils seront tous alignés avec Sirius, les étoiles de la constellation d'Orion. Plus tard, ils se déplaceront à Teotihuacan et Tula. Ici, ça ne serait pas des blocs entiers en béton comme en Égypte, mais de la pierre naturelle volcanique reliée avec du béton. La méthode de construction est la même que pour la pyramide de Khéops via des couloirs. Bien entendu, la cité de Tula et Teotihuacan seront construites avec le mètre égyptien comme mesure. Les Égyptiens vont aligner la cité de Teotihuacan avec... Maintenant, vous le savez. La cité sera alignée à 14 degrés 7, non avec le nord, mais avec le sud-ouest, avec Bételgeuse, Al-Nilam et Rigel, passant par l'axe de l'hémisphère le 20 novembre à minuit 00, autour de moins 2200 ans avant Jésus-Christ. Cet alignement s'observe durant ces années-là, à plus ou moins 50 ans près, ce qui nous indique la date de la construction de la cité de Teotihuacan. Ici, ils feront demi-tour. Ces édifices n'ont pas été bâtis par les Mayas. Des siècles plus tard, les Mayas et les Incas ont aménagé leur vie sur ces cités à la suite du départ des Africains. La légende expliquant que c'étaient les dieux qui étaient descendus pour construire ces temples a perduré. La cohabitation semblait impossible entre ces deux civilisations très décalées technologiquement. Suite à des guerres avec les autochtones moins développés qu'eux, les Afro-Égyptiens, ou comme on peut les appeler maintenant les Améro-Égypto-Africains, vont migrer peu à peu vers les côtes du Pacifique Sud et vont abandonner ces lieux que les locaux vont s'approprier. Ils s'installeront dans des endroits reculés et sur les hauteurs, peut-être pour avoir la paix. Partout où ils se rendent avec leurs lentilles solaires puissantes, ces hommes sont pris pour des dieux. Partout, ils laissent leurs empreintes et leurs légendes. Il se peut qu'il y ait eu un grand cataclysme, un tsunami géant de 300 mètres qui a balayé toute la péninsule du Yucatan. Les rescapés, égyptiens et la population locale abandonnèrent les lieux rapidement et descendirent au sud. 4500 km séparent Caral de Calakmul. Là encore, il y a des pyramides, alignées avec Sirius, et le site est construit avec le maître. Le voyage se poursuit vers Machu Picchu. Les constructions de Machu Picchu fascinent tout le monde. Tout le site a été édifié en andésite et en granit coulé, fondu en lave grâce aux lentilles solaires. Il faudrait mesurer si on trouvait la coudée royale égyptienne. Aucune pierre des magnifiques murs des sites d'Ollantaytambo, Pisac, Cusco ou de Sacsayhuaman n'ont été taillées. Ces sites ont été construits par les Afro-Égyptiens avec les lentilles solaires. Après leur départ, les Incas continueront de les entretenir, mais avec une technique rudimentaire. L'écart technologique est flagrant. Le temple du soleil, Coricancha, un chef-d'œuvre, est également réalisé en pierre volcanique andésite fondue. Là aussi, une surprise vous attend. Au Pérou, donc dans la ville de Cusco, il y a un temple qui s'appelle le Coricancha. Et ce temple, c'est un temple majeur. Et j'ai mesuré les dimensions de ce temple. La largeur du temple, c'est 10 mètres. Et l'épaisseur des murs, c'est 1 mètre pour chacun des murs. Ce qui fait qu'à l'intérieur, on a une enceinte dont la largeur intérieure est de 8 mètres. Donc on a l'unité métrique également sur ce temple au Pérou, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Voici comment raisonnent les Égyptiens. Pi sera divisé par les 10 premiers nombres entiers.
Ils vont utiliser le nombre entier 7. Pi divisé par 7 égale 44,8 pour faire ces niches. Ceci sera la base de la niche. Sur cette base, ils établissent le rectangle d'or. La base sera divisée par 7. On enlève ce résultat de la mesure du haut de la niche. Voici la forme de la niche qui sera réalisée, le tout en centimètres. L'erreur est de plus ou moins 2 mm. Franchement, au vu de cette géométrie appliquée, pensez-vous toujours que ces bâtisseurs sont les Incas ? Par hasard, sur le chemin, il tombe sur une grotte avec des dimensions sacrées. Ils construiront une seule porte, le passé. On remarque sur les pierres des traces de l'empreinte d'un objet tiers qui a été posé au moment du coulage. Le rayon concentré brûle parfois les pierres suite à une erreur de manipulation de la lentille. Les Afro-Égyptiens descendirent de plus en plus vers le sud. Leur migration se poursuit vers la région de Titicaca. La même technique a été utilisée à Tiwanaku, les portes du soleil et le temple de Kalasasaya. De l'andésite fondu en lave puis versé dans des moules. La théorie soutenue par certains chercheurs expliquant que les pierres ont été fondues puis vitrifiées par un plasma solaire est fausse, puisque les alentours n'ont pas été touchés. Joseph Davidovits publie en 2018 les analyses chimiques des pierres des portes du soleil à Tiwanaku et à Pumapunku. Nous sommes arrivés à la conclusion suivante. L'échantillon extrait de la pierre de grès rouge du monument de Pumapunku montre qu'un fluide ferreux rouge sert de liant. À notre connaissance, cet élément chimique est inhabituel dans les grès formés géologiquement. Ce cas est unique et conforte l'idée de grès artificiel réalisé comme du béton géopolymère. Nous avons ici des blocs de béton vieux de 1400 ans. De plus, il y a des éléments plus petits qui se trouvent là et qui forment une structure comme un puzzle. Ils sont faits en pierre andésite volcanique. D'une dureté Mohs entre 6 et 7, aussi dure que du quartz. Ils n'avaient pas d'outils et cela a généré des légendes folles. Crazy news about the fact humans were not capable of doing this. Les humains étaient incapables de réaliser cela, seuls les extraterrestres et les super-civilisations le pouvaient. Quand vous voyagez au Pérou ou en Bolivie, c'est ce que les guides touristiques vous racontent. Comment a-t-on obtenu sans outils des coupures aussi parfaites sur un matériau aussi dur ?
We have this stone Nous avons cette petite pierre qui contient 20 trous percés avec précision ayant 30 cm de profondeur. with precision 30 centimeters deep inside the hard stone. There exists no Il n'existe aucun instrument capable de faire cela. capable of doing this. Our scientific investigation Notre investigation scientifique est réalisée sur un échantillon fin, scanné avec un microscope électron, and for scanning electron microscopy, we were surprised to find et nous sommes surpris de trouver des éléments comme ceci. these ones. EDS, organic matter. C'est de la matière organique. De la matière organique dans de la pierre volcanique, Impossible. impossible. Les composants sont reliés entre eux par des molécules ferreuses. Cela signifie que les pierres contiennent du fer fondu à haute température, 1500 degrés. Les Égyptiens ont fondu la pierre volcanique d'andésite avec des lentilles solaires, puis l'ont coulée dans des moules. Ces pierres-là ont été coulées dans un seul et unique coffrage. Tout autour, il n'y a que des volcans. Les pierres des volcans ont servi de matière première. Il y a des traces de pierres fondues partout. Les étranges pierres en forme de hache, parfaitement identiques, qui fascinent les touristes, ont été mesurées. Elles sont également faites d'andésite fondu grâce aux lentilles solaires. Les pierres de Pumapunku mesurent précisément 1 mètre et 0,0 mm. C'est la preuve indéniable que les Égyptiens sont venus ici. Aucun astronaute ni extraterrestre n'est venu ici, mais bien les Égyptiens avec le maître et leurs lentilles solaires. Aucune machine ultra sophistiquée n'a coupé ces pierres, aucun alien. Ce sont des pierres fondues comme l'a été le granit d'Assouan, le schiste et le quartz en Égypte. Après le démoulage, les bulles d'air éclatent et donnent l'impression pour les non-connaisseurs que c'est de la pierre coupée au laser. Les autochtones ont transmis la légende selon laquelle c'étaient des dieux qui avaient construit les temples. Pourtant, viscéralement, le symbole des lentilles solaires est présent partout. On distingue nettement la restauration assez rudimentaire, faite tardivement par les Incas avec des pierres brutes posées en vrac. Les Afro-Égyptiens sont partis et leur technologie s'est perdue. Et les locaux retournent à l'âge de pierre. Il y a un site, ou plutôt un chantier extraordinaire, nommé Fort de Samaipata en Bolivie. Ici, ils ont fondu la roche de grès rouge pour réaliser une grande diversité de formes, d'animaux, de niches et de canaux. Ils remontent vers Nazca. Tu arriveras sur une plaine où tu verras des animaux gigantesques dessinés au sol. Les plus grands dessins sur Terre. C'est à cet endroit que se trouvera le chemin pour traverser la grande étendue d'eau. Là-bas, tu suis les 2 lignes parallèles. À l'époque, le niveau des océans était environ 100 à 150 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Des centaines d'îles surgissent au passage. Voici le paysage tel qu'il était il y a quelques milliers d'années. Les Afro-Égyptiens ne devaient être guère plus qu'1 ou 2 milliers. Ils vont prendre la décision de quitter la Terre pour aller vers ces îles. Depuis la côte de Nazca, ils ont traversé 80 à 100 km et atteint la première île. Ensuite, ils ont voyagé d'île en île pour arriver à l'île de Pâques. Voici les preuves que ceux que l'on appelle les Rapa Nui venaient du Pérou ou de l'Amérique du Sud. Ces 6 statues se trouvent au Pérou. Leur ressemblance avec les Moai de l'île de Pâques est stupéfiante. Ces statues sont identiques par leur conception, pourtant des milliers de kilomètres les séparent. Au temple de Kalasasaya, on trouve une statue anthropomorphe rappelant un Moai de l'île de Pâques. L'Australien Alan Carroll, en se basant sur une bonne connaissance des langues incas, a décrypté les tablettes Rongo-Rongo. En 1892, il publiera au journal Polynesian Society
la traduction d'une tablette en expliquant la méthode. Il arrivera à la conclusion que les scribes qui ont écrit ces tablettes venaient d'Amérique du Sud. Il s'agit en résumé d'un récit de guerre et de disputes entre les clans. Catherine Routledge organisera une expédition à l'île de Pâques et déterrera 2 statues Moai. Mais on ne sait pas ce qu'elle a découvert réellement. Les Moai furent aussitôt enterrés et depuis, plus personne n'a eu le droit de déterrer une statue. Y a-t-il des inscriptions révélatrices ? Des Moai taillés et déplacés avec des cordes, c'est aussi fantaisiste que cette image. Ces hommes ne viennent pas seulement d'Amérique du Sud, mais ils sont d'origine afro-égyptienne. Ils vont construire sur l'île pas moins de 887 Moai, toujours selon la même technique. Les statues ont été coulées. Aucun Moai n'a été taillé ou déplacé. Le sel de l'océan, fondu à 600 degrés, aurait été mélangé avec les cendres des volcans et ajouté à du silicate de soude pour fabriquer les Moai avec la pâte obtenue. Les volcans, ce n'est pas ce qui manque. D'ailleurs, ces cendres sont du ciment naturel calciné à 1500-1800 degrés par les volcans. Je pense que ce sont des pierres en basalte volcanique qui ont fondu grâce aux lentilles solaires. Car pour faire fondre tout ce sel, en plus du silicate de soude, il aurait fallu brûler toutes les palmiers de l'île. Reste à faire des analyses pour déterminer si les statues de Moai sont faites en béton géopolymère ou andésite fondu en lave ou bien avec du ciment obtenu des lentilles solaires. Le Moai inachevé en andésite fondu et l'obélisque inachevé d'Assouan en granit fondu portent la signature numérique du même artiste. À part les murs en pierre fondue qui ressemblent à ceux du Machu Picchu au Pérou et au temple de Képhren en Égypte, il y a une autre preuve que les Égyptiens ont été sur l'île de Pâques. Le Maître. La chaussée de Aoutongariki, sur laquelle les 15 Moai sont posés, fait précisément 100 mètres. La grande chaussée entière mesure 220 mètres. Les bâtisseurs de ces monuments ont déployé le Maître jusqu'au bout du monde. Il est inconcevable qu'une population d'indigènes sur une île perdue au bout du monde ait eu besoin d'utiliser le Maître et qu'il l'ait découvert. Il y a une ligne droite et précise qui part du bord de la côte vers l'intérieur des terres. Cette ligne fait pi 3,14 km. Gert Norman trouve la coudée babylonienne sur une sculpture Moai. Peut-être trouvera-t-on aussi la coudée royale en prenant d'autres mesures. Au fil des années, les Égyptiens feront le tour du monde plusieurs fois. Parfois, des accidents surviennent. Non, vous ne rêvez pas. Leurs bateaux se sont échoués en Australie, à Gosford. Les 500 hiéroglyphes qui s'y trouvent sont référencés. Il n'y a aucune erreur, la grammaire est parfaite. Les hiéroglyphes de Gosford, analysés et expliqués par l'égyptologue Mohamed Ibrahim et le guide Youssef Ayane, sont de l'Égypte antique. Certains hiéroglyphes étaient inconnus et non documentés jusqu'en 2012. So now, I think an important question would be, do you think that the Gosford glyphs represent Egyptian hieroglyphs? Yes, definitely. From the first sight, from the first look, I feel it. And you must know that when we made our researches, me and Youssef, we made it separately in the beginning. He did it by himself, and then me too. And then when we met, we found that both of us reached the same result without contacting each other for more than 2 weeks. So yes, definitely, it is ancient Egyptian writings. No doubt about it. These are ancient Egyptian writings. Le nom de Khéops, celui de Snéfrou, son père,
et de Djedefre, son fils, apparaissent dans ces hiéroglyphes. Colin Hayter, chercheur indépendant, fait la traduction. Snefru est venu 2 fois en Australie. Been protected, the ruler of Egypt, still alive, dead but still is, Khufu, her father Sneferu, child of Ra. So he too was a child of God, child of Ra, ruler of Egypt. Importantly here we've got round, that Snefru, a child of Ra, came around to this place 2 times, as in the Westcar Papyrus, of course, telling the same thing. Snefru came to Australia 2 times. Over here, now continuing the royal lineage on, this is Ratosis, or the Hellenic name for Djedefre. He was the next ruler, so this is showing the royal line. Ce cartouche de Djedefre, écrit précisément de cette manière, on ne le voit nulle part dans le monde, seulement à 2 endroits. Ici à Gosford et à Gizeh, dans le fossé du bateau de Khéops. Il est découvert pour la première fois en 1956. Cet autre hiéroglyphe existe également à 2 endroits sur Terre, Gosford et Assouan. Hayter fait également le lien avec le fameux papyrus de Westcar, les magiciens à la cour du roi Khéops. G'day Australia, hello world, I'm Cole. Welcome to this magnificent backdrop you see behind me, the Gosford Glyphs. The names in the Westcar Papyrus, Djedefre, Sneferu, Didi, Rastosis or Djedefre, Khufu and Snefru, all these names written in the Westcar Papyrus. All these names here on the Gosford Glyphs. And when we put them both together, you'll find we have a perfect match. The 1, 2, 3, 4, 5, 6 names and an address in the Westcar Papyrus. Here they are at the Gosford Glyphs. C'est le récit du marin Nedj Sobed qui a survécu à un accident où 2 bateaux se sont retournés. Beaucoup de marins de l'équipage y ont perdu la vie. Mais quel est le communiqué officiel des égyptologues? Ces hiéroglyphes datent-ils de l'époque de l'Égypte ancienne ou du XXe siècle? Un excellent connaisseur des hiéroglyphes égyptiens s'est-il amusé en Australie à inventer une histoire? Sont-elles authentiques ou sont-elles fausses? Aucun communiqué officiel n'est fait sur ce sujet, ni pour l'approuver, ni pour le rejeter. Ils voyaient la Terre différemment de nous. Dans ce dessin de la première dynastie Nagada, une carte de la Terre est représentée. Son exploration était bien avancée. L'exploration de la planète se déroulera aussi de l'autre côté. Pour le temple de Kaila Sanata et les caves d'Ellora, les roches ont été découpées avec des lentilles solaires. Le temple est réalisé en moule d'argile et rempli avec le même basalte en lave. Le reste du basalte est passé dans la cave suivante. Voici l'une des plus grandes statues antiques du monde en granit blanc, 1000 tonnes. Il n'y a pas de granit blanc dans la colline et les alentours. La même technique est déployée ici, comme en Égypte pour les statues. L'extraordinaire Sigiriya.
Il n'y a aucun escalier ancien depuis le sol pour y accéder. Le premier escalier métallique a été installé en 1900 et n'allait pas jusqu'en haut. Comment les travailleurs ont-ils pu accéder? Et comment ont-ils pu transporter le matériel et la nourriture? Comment ont été faites ces entailles sur la paroi de la falaise en granit? Huge rocks placed all around and have the most bizarre tool marks which cannot be explained. For example, look at this rock. It literally has hundreds of small cubes cut out of it. And on the top, we even have a larger cube cut out as though someone wanted to sit there. This is not just a theory. We have actual evidence in front of our eyes. Look here, we don't see individual chisel marks. We see long, snake-like, winding tool marks, which are continuous. This tool mark reminds us of scooping ice cream out of a container. Ancient builders must have used a similar technology to scoop out granite like ice cream. Comment 3 millions de briques en grès rouge ont été montées? À Sigiriya, la roche a été découpée de côté pour lui donner la forme qu'on voit aujourd'hui. En haut du rocher, il y avait une pyramide à degrés construite avec des briques en grès rouge. Une piscine en granit est réalisée, avec un trône pour contempler le paysage unique. Les jardins ont été construits avec le mètre, le triangle sacré et le rectangle d'or. Le site entier est orienté de la même manière qu'à Tikal. Près de la ville de Gaya, en Inde, se trouve un lieu appelé Barabar. Les Égyptiens vont construire ici les incroyables grottes de granit. Voici comment les fameuses grottes de Barabar ont été réalisées. Un moule en argile est préparé sur place. L'agencement est fait précisément au millimètre près à l'extérieur. Une fois le moulage achevé, il coule le granit en lave avec les lentilles solaires disposées au-dessus. Le granit se refroidit et durcit. L'argile est enlevée et le résultat est stupéfiant. Des coins parfaits et des surfaces hyper polies. Les Égyptiens laisseront ici leur empreinte unique dans le monde, le mètre. L'hémisphère de la grotte de Vanya mesure 3 mètres et 0,6 mm. Les temples d'Angkor Wat sont construits avec le mètre et alignés avec l'équinoxe. En Amérique, ils ont construit des temples au-dessus des pyramides, ce sera l'inverse en Inde. Pour que l'éblouissement soit complet, à 360 degrés, voici la pyramide de Suku qui se trouve au sud de l'Indonésie. Sa géométrie est la même que celle de Khéops et de Tikal. Snefru, a child of Ra, came around to this place 2 times. Imaginez que l'on trouve une tour Eiffel en Australie qui date de la même époque que Gustave Eiffel. Selon les documents, Gustave Eiffel n'a jamais voyagé en Australie. Au cas où on ne trouve aucun indice, il est légitime d'en attribuer la paternité à Gustave Eiffel et de l'appeler la tour Eiffel d'Australie. Jusqu'à preuve du contraire. Appelons alors les grottes de Barabar les grottes égyptiennes. Appelons alors ces prouesses des prouesses égyptiennes. Les prouesses des Afro-Égyptiens paraissent incroyables.
Il paraît insensé qu'ils aient pu réaliser tout cela à travers le monde, qu'ils aient pu voyager ainsi. On reconnaît sans hésitation leur paternité indiscutable, leur signature nette, certaine, dans toutes leurs réalisations, le maître. Le maître, mais aussi les techniques sophistiquées pour fondre le granit, fabriquer le béton, utiliser la géométrie sacrée et les constantes pi, phi et la coudée royale. Les Égyptiens n'ont pas disparu. Face à la dégradation des conditions climatiques en Égypte, ils vont migrer massivement avec leur savoir en Inde où des centaines de temples vont naître. Il semblerait que les travaux aient été réalisés en collaboration avec la population locale, vu l'ampleur des constructions en Asie. En tout cas, la supervision et la conception architecturale est égyptienne. Les Égyptiens ont tout fait pour garder secret leur savoir. La population locale ne devait pas être au courant.